Le mouvement Black Lives Matter est né aux États-Unis en 2013. Il a été créé par la communauté afro-américaine et milite contre les violences policières envers les personnes non blanches et contre le racisme systémique dans le pays. Leur slogan est arrivé en force dans nos contrées européennes en mai 2020, suite à la mort de George Floyd, un afro-américain mort asphyxié par un policier blanc à Minneapolis. Lorsqu'on parle des violences faites aux personnes racisées et ou aux militants, on entend souvent des phrases du genre « ils l'ont bien cherché, ce sont des délinquants, ils n'avaient qu'à pas résister ». Déjà, dans ma vidéo concernant l'histoire de l'antiféminisme du temps des suffragettes, j'ai pu évoquer le fait que la violence des militants n'est pas une nouveauté et que de plus, elle n'est souvent que la réponse à une oppression bien plus violente encore. Le fait de blâmer les militants et militantes et de les rendre responsables de cette répression qu'ils subissent se nomme la neutralisation de la culpabilité, parfois aussi dénommée processus de rationalisation. Il s'agit d'une série de mécanismes cognitifs de désengagement moral qui font qu'on autorise des actes illégitimes voire criminels en neutralisant tout ou une partie des valeurs morales qui nous interdiraient d'accomplir de tels actes. Ces processus de neutralisation contribuent à expliquer le paradoxe que des individus habituellement respectueux des lois et conscients de leur utilité justifient un comportement immoral. On retrouve parfois ce processus de rationalisation dans l'argumentation de certaines formes de militantisme. Ici, le but ne sera pas de désigner qui a raison ou tort d'utiliser cet argumentaire, mais bien de revenir sur les faits historiques relatifs à la lutte pour les droits civiques des personnes noires aux États-Unis et à la répression que ces personnes ont subie. Au lendemain de la guerre de sécession, en 1863, les droits civiques des Afro-Américains sont désormais garantis par plusieurs amendements de la Constitution américaine. Cependant, leur application est entravée dans les États du Sud, entre autres à cause des lois Jim Crow. C'est la ségrégation raciale. Il faudra plus de 100 ans pour que le 2 juillet 1964, le président américain Lyndon Johnson signe enfin une loi historique abolissant la ségrégation raciale et les pratiques discriminatoires. Le Civil Rights Movement eut lieu principalement dans les années 50 et 60. Les Noirs américains en avaient plus qu'assez des préjugés, des discriminations et de la violence qu'ils subissaient. Le système en place donnant systématiquement raison aux oppresseurs, ils se sont mobilisés et ont entamé une lutte sans précédent, le but étant que les Noirs américains obtiennent l'égalité de leurs droits devant la loi américaine. Les militants et militantes protestaient contre la ségrégation raciale de différentes manières, parfois même très violentes, comme ce fut le cas des Black Panther Party, mais la majorité des actes militants étaient pacifistes et visaient simplement à perturber l'application des lois ségrégationnistes. C'est ainsi qu'en 1960, 4 étudiants dont l'histoire se rappellera comme les Greensboro Four initient les Sitting de Greensboro. Ils souhaitent faire changer la politique ségrégationniste des magasins Woolworth à Greensboro, en Caroline du Nord. Leur plan est simple, mais il se veut efficace. Les 4 hommes s'asseyent dans la section réservée aux Blancs d'un restaurant du centre-ville, et lorsqu'on refusera de les servir, ils refuseront de quitter les lieux. L'action est symbolique et non violente, et pourtant, ces militants et leurs alliés blancs vont vivre ce qui pourrait s'apparenter à une scène de torture. Les clients blancs favorables à la ségrégation les bousculent et les insultent. Les jeunes noirs sont frappés au sol, aspergés de farine mais aussi de café bouillant. Le sitting durera plusieurs heures avant que la police n'arrive, mais celle-ci n'interviendra pas. Lorsqu'on parle du Civil Rights Movement, le nom de Rosa Parks est l'un des premiers à sortir. Souvent considérée comme une figure emblématique de la lutte contre la ségrégation raciale aux États-Unis, car elle refusa de céder sa place à un passager blanc dans un bus de Montgomery en Alabama, son action de désobéissance civile et l'arrestation qu'elle vécut suite à ça lancèrent le boycott des bus de Montgomery en 1955, puis en 1961 inspirèrent le mouvement des Freedom Rides. Les Freedom Rides, ou voyages de la liberté, étaient des actions non violentes visant à tester la loi fédérale qui rendait anticonstitutionnelle la ségrégation dans les transports, en traversant en bus plusieurs États du Sud. Techniquement, les Freedom Riders ne pratiquaient pas la désobéissance civile. Cependant, les États du Sud avaient volontairement ignoré la loi et pratiquaient toujours la ségrégation dans les transports, le gouvernement fédéral n'ayant rien fait pour les y obliger. Les bus empruntés par les militants et militantes furent attaqués. Les pires violences eurent lieu à Anniston en Alabama, où une foule de citoyens blancs attaqua l'un des bus et en creva les pneus. Lorsque le bus dut s'arrêter, il fut attaqué à la bombe incendiaire. Alors que le bus brûlait, la foule bloqua les portes, espérant faire brûler vifs les militants.
Lorsque les portes furent enfin ouvertes, les militants furent violemment battus alors qu'ils s'enfuyaient du bus. Plus tard, lorsqu'un des bus atteignit Birmingham, toujours en Alabama, les militants et militantes furent à nouveau battus sans pitié par des membres du Ku Klux Klan, bénéficiant d'une protection policière. Un autre nom qui vient à l'esprit immédiatement lorsqu'on évoque le Civil Rights Movement est celui de Martin Luther King, qui grâce au miracle de la télévision est resté dans les mémoires comme un très grand orateur. King a sans aucun doute parlé aux Afro-Américains et pour les Afro-Américains, son approche non violente étant un symbole. Sans doute est-ce d'ailleurs parce que Martin Luther King, grâce au miracle de la télévision, est resté dans les mémoires, que beaucoup d'opposants au mouvement Black Lives Matter tombent dans le biais passéiste en croyant que c'était mieux avant, car les militants noirs américains étaient des pacifistes, ce qui serait une grosse erreur historique. Se focaliser sur des leaders comme Martin Luther King ou encore Rosa Parks nous pousse à oublier que ce mouvement pour les droits civiques était avant tout un mouvement du peuple et des personnalités locales qui, par exemple, ont organisé le fameux boycott des bus de Montgomery en 1955. C'est ainsi qu'en 1963 est venue l'idée d'inclure les enfants dans les manifestations pour aider à déségréguer Birmingham. Il y avait bien sûr une raison économique à faire participer les enfants. Les adultes, eux, risquaient d'être licenciés pour avoir manqué le travail et ou avoir simplement manifesté. La stratégie était donc de recruter des adolescents populaires des lycées noirs, tels que les quarterbacks ou encore les pom-pom girls, qui pourraient inciter leurs camarades de classe à assister à des réunions pour en savoir plus sur le mouvement non violent. Certains militants et membres de la communauté noire étaient cependant catégoriquement opposés à l'implication d'enfants dans les manifestations en raison de la violence des citoyens blancs ainsi que des policiers de Birmingham. Le 13 avril 1963, Martin Luther King ainsi que d'autres manifestants sont arrêtés et envoyés à la prison de Birmingham. King écrira alors la lettre de la prison de Birmingham, qui sera largement publiée et deviendra l'un des textes les plus importants du mouvement des droits civiques américains. Il n'en faudra pas moins pour que le 2 mai 1963, plusieurs centaines de jeunes noirs fassent l'école buissonnière pour manifester pacifiquement dans les rues de Birmingham. C'est le début de ce qu'on appellera la croisade des enfants. Ce 2 mai 1963, plus de 600 jeunes furent arrêtés et mis en prison. Le plus jeune d'entre eux avait 8 ans. Mais ce n'est pas fini. La croisade dura pendant plusieurs jours et comme le lendemain la prison était pleine, la police changea d'approche pour empêcher les jeunes manifestants d'atteindre le centre-ville. Ce jour-là, lorsque les jeunes entamèrent leur marche, la police leur ordonna de faire demi-tour, mais ils continuèrent d'avancer. La police utilisa alors des canons à eau, réglés sur une puissance qui arracherait l'écorce d'un arbre ou détacherait une brique du mortier. Certains garçons eurent leurs chemises arrachées, et des jeunes filles furent balancées par-dessus les toits des voitures par la force de l'eau. Les parents et adultes noirs qui observaient jusque-là pacifiquement les jeunes manifestants commencèrent alors à jeter des cailloux et des bouteilles sur la police afin de défendre les enfants. Pour disperser la foule, la police lança les chiens à l'attaque des adultes et des enfants. Malgré les violences, la croisade continua plusieurs jours, ne prenant fin qu'après l'intervention du département américain de la justice. L'événement a poussé le président John Fitzgerald Kennedy à exprimer son soutien à la législation fédérale sur les droits civiques et à l'adoption de la loi sur les droits civiques de 1964. Il n'est pas question ici d'aborder toutes les horreurs qui ont été commises à l'égard des Noirs américains pendant cette période et après. Mais j'aimerais vous rappeler qu'il n'est pas utile de dire aux militants et militantes qu'ils ne devraient pas être violents car cela décrédibilise leurs revendications, ou que s'ils n'étaient pas violents ou ne résistaient pas, ils ne subiraient pas la répression et les violences policières. Rappelez-vous du slogan des suffragettes « Deeds not words », des actes, pas des mots, ou encore celui des militants antiracistes d'aujourd'hui « Black Lives Matter », les vies noires comptent, leurs revendications sont pacifistes. La violence n'est pas dans le camp des militants et militantes. Ceux-ci le deviennent car la seule réponse qu'ils obtiennent est la répression et les seuls actes qu'ils arrachent sont les violences policières. Toute cette répression politique fonctionne dans une logique punitive où l'État refuse de remettre en cause l'ordre politique et social. Comme à l'époque, Rosa Parks, Martin Luther King ou encore bien d'autres anonymes ont été arrêtés pour avoir remis en cause les lois raciales. Aujourd'hui, le militantisme est encore criminalisé.
Si un ou une militante a le malheur d'être blessé, voire tué par la police, l'État fouille le passé de la victime immédiatement pour trouver des raisons de justifier l'injustifiable en jouant sur le biais de la neutralisation de la culpabilité. Enfin, je voudrais terminer en disant que je ne suis pas noire et que donc je serai toujours privilégiée dans notre société où la norme se veut blanche. Aujourd'hui, je me fais le relais des faits historiques, mais je n'oublie pas que ma culture, mon éducation et ma place dans la société biaisent mon jugement. Alors écoutons les militants et les militantes antiracistes, écoutons les afroféministes et surtout, gardons un regard sceptique par rapport à nos propres biais ainsi qu'au discours que nous présentent les gouvernements vis-à-vis des militants. Car personne ne mérite de mourir. Personne ne devrait avoir à se poser la question de si résister peut lui coûter la vie. Merci d'avoir suivi jusqu'à la fin cette vidéo. Si vous souhaitez en apprendre plus et entendre le discours de concernés, je vous invite à écouter les podcasts de Kif Taras, qui sont à la fois passionnants et extrêmement bien sourcés, puisque les animatrices invitent régulièrement des chercheurs en sciences humaines et sociales pour étayer leur discours. J'en profite pour vous dire que nous avons dépassé la barre des 2000 abonnés sur la chaîne, et donc comme promis à la dernière vidéo, je vais investir dans un meilleur micro pour pouvoir vous proposer des vidéos avec un son de meilleure qualité. Et en attendant, je vous dis à bientôt dans d'autres vidéos ou d'autres articles sur l'Écrit Blog.